Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré. Toujours encore Singe Pourpre. Oui, ça va changer. On est en cours, mais on sait aussi que c'est difficile, que les noms, les changements de nom, ça peut être compliqué. Donc on prend des gants avec vous, on se dit, ça va prendre le temps qu'il faut. Mais Oui. on vous rappelle, ça va devenir Iconoclast Podcast. Voilà, on le dit encore une fois, peut-être encore 2-3 fois derrière, comme ça au moins ce sera sûr. On veut une transition douce pour tout le monde, ça se passera bien, vous verrez. Bonjour Elena. Bonjour et bienvenue à Iconoclast Podcast. Vous êtes bien sur Singe pour Podcast, hein, je le rassure. Enfin, l'équipe est la même, l'édito c'est la même chose. Rassurez-vous, c'est juste le nom qui change. Ok, bonjour étagère. Et bonjour, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va, un peu paniqué par Un ce peu changement de paniqué? nom. Ah bah c'est normal, les périodes de transition c'est jamais facile. C'est vrai. Et du coup, C'est vrai, c'est mieux vrai. de faire une transition douce. Une transition douce, effectivement, qu'on va enchaîner sur le bilan de la vidéo pour commencer. Maintenant qu'on s'est dit bonjour, on peut Et peut-être bah commencer oui, par bah ça. oui, mais qu'est-ce qui est mais sorti attends. cette semaine? Il nous manque Il quelqu'un. manque... Ah oui, mince, Qui c'est- ça? une présence. Je ressens un vide. Il y a un vide dans la force? C'est Oui. fou que Ouais. la seule semaine où on commence à déménager et il n'y ait plus les écrans d'ordinateur entre Victor et moi et qu'on peut se voir, qu'aurait pu être la semaine de la réconciliation. Et non. Impossible. Impossible parce que... Mort au combat. Petit problème de Bouf. chiasse carabinée de la part de notre Victor national. Ça arrive. Disons qu'il y a eu... Il y a eu attitude téméraire sur ingurgitation alimentaire. Voilà. Il y a eu autopoison. Autopoison. Oui, il a pris un orbe toxique. Il tient un orbe toxique. Maintenant, Sauf il perd que lui, des il est HP à de tous les type tours. fée, il n'est pas de type poison, donc ça lui fait des dégâts. Oui. Beaucoup de dégâts. Oui, Victor Mage est une fée dans mon cœur. Oui, mais c'est une fée C'est la d'une fée manière mage. générale. Oh, je l'imagine en tout petit avec son tout petit en caleçon avec un Marcel et puis des petites ailes sur le dos avec Moi, sa petite Tu baguette. vois tu vois le Cupidon Cartman? Oui, c'est lui. Bah voilà, c'est lui. c'est mage, c'est complètement mage. Bilan des vidéos de la semaine pour commencer peut-être. Cette semaine sur Iconoclast, la chaîne principale, est sorti un iceberg des comics Sonic. Étagère. Hein, oui, oui. Hein, tous les noms. Je sors tous les noms. Ce matin, j'ai attrapé mon chien et je dis bah, comment ça va, Alexandre, Victor, Rick Tretsuko. Il a tout dit. Oui, en effet, l'iceberg des comics Sonic qui alors a des résultats. Les retours sont très très bons, je suis très content. Les résultats sont un peu timides malheureusement, mais bon, Ça c'est reste le jeu, c'est une vidéo comics sur une chaîne de jeux vidéo, je m'attendais pas à la magie non plus. De 44 minutes De au lieu 44 de 25. minutes au lieu de 25. Oui, c'est le genre de... Quand tu fais le post-mortem de ce genre de vidéo, tu te rends compte que bon, il y a peut-être... Mais bon, on est quand même content qu'elle soit publiée, parce que moi, c'est Ouais. une vidéo aussi que j'aime beaucoup regarder. J'ai regardé 2 fois, Ah bah c'est gentil. dont une fois écoutée en courant. Ah, Parce que bah, ça se prête bien en fait à l'écoute, même si c'est un peu plus compliqué d'avoir les exemples qui sont traités de visu, quoi. Mais non, c'est très rigolo. Notamment le fameux passage qui apparemment a fait éclater Phil Drunk de rire à sur propos le du neveu- surfeur d'argent. le neveu d'Eggman en surfeur d'argent, qui effectivement est très rigolo. Donc allez la voir si ça vous intéresse. On y parle de comics Sonic et de moments extrêmement absurdes qui s'y sont passés essentiellement sur les comics Archie. Oui, bah il y a une grosse période, mais c'est parce que c'est le plus long et c'est le plus dense aussi. L'arc Penders. Oh là là. On a eu également cette semaine l'annonce du changement de nom sur Singe pourpre. Iconoclast maintenant. Oui, Édito et Review oui, qui a changé de nom. la chaîne secondaire Iconoclast. Oui, Iconoclast Review et Édito. Exactement, Review et Édito, c'est un changement de nom qui a été annoncé, aussi l'annonce de notre déménagement, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de changer de locaux, on est en train de changer de ville tout court aussi de notre côté, pour des raisons essentiellement budgétaires, on va dire, hein, et aussi, comment dire, Il fait chaud ici. voilà, je savais pas comment le dire poliment ou de manière très protocolaire. Pour des mais ouais, raisons c'est de, chaud. pour des raisons de climat. Oui, climatique. On va s'en aller vers un endroit un peu plus frais. Contrairement à ce qu'auraient pu dire certaines personnes sur le Discord, non, on va pas déménager en Russie. Je sais pas si t'as vu l'image. Non, je n'ai pas vu Petit l'image. montage, ça Il y m'a a fait beaucoup un des rire. membres du Discord Patreon, enfin pour les patriotes, Red Calamar, qui a traficoté l'image, qui a changé le titre
et qui a marqué On change de nom, changement on de nom oublie pour d'où on oublier vient. d'où on vient. Entre Oui. parenthèses, on déménage en Russie. C'est pas du tout ça. Et vous avez eu également, normalement, au moment où on est en train d'enregistrer, ce n'est pas le cas, mais au moment où vous allez l'écouter, ce sera fait un test de Resident Evil 4 de la part de Mage, qui n'est pas là, je le rappelle, pour cause de diarrhée explosive. Oui, et puis si je me suis bien débrouillée, elle est même sortie le jour de la sortie du jeu. Oui, Oui, c'est vrai. Et C'est ce vrai. qui est plutôt pas mal. ce qui est Bravo vraiment nous. sympa. Si, je me suis bien débrouillée. Et courage. Et évidemment, vous avez eu de multiples sorties sur TikTok et Instagram, de tests, des compilations de nos précédentes vidéos, enfin des recompilations réenregistrées, remontées quand même, hein, parce que on est sérieux ou on l'est pas ici. Et écoutez, bah ça se passe bien, je suis plutôt content de ce qui se passe sur Instagram, il y a eu un petit coup de mou sur TikTok, mais écoutez, ainsi va la vie. Oui, bah écoutez, ça va. Hein. Là où c'est ultra cool, et attention, c'est extrêmement important, le point abonnement. On embraye sur peut-être l'arc le plus intéressant de l'année sur le côté Discord de la Force. 30 ans au moins. 188 contributeurs et contributrices. Qui dit 188 dit nouveau palier atteint, qui a été depuis déjà un petit moment, voilà, il faut le dire aussi, mais on a enfin réussi à le lancer, parce que nous avons réussi à enregistrer le podcast Kingdom Hearts, oui. il est prêt. Et qui dit enregistrement podcast Kingdom Hearts dit nouveau podcast pour le mois d'avril. Et comme vous avez le nouveau palier où c'est vous qui choisissez ce nouveau podcast, nous avons décidé quelque chose avec ce très cher étagère et avec cette très chère Elena, de lancer un grand tournoi sur le Discord Red Calamar, avec pour thématique les jeux vidéo GameCube. Nous avons sélectionné 16 jeux cultes, indémodables de la Nintendo GameCube, et nous allons les faire se battre sur le Discord, dans un grand tournoi dans lequel vous allez voter pour votre jeu vidéo que vous voulez voir arriver en podcast. À la fin, il ne peut en rester qu'un, que ce soit Paper Mario, Zelda Wind Waker, Mario Sunshine, Star Wars Rogue Squadron, ou je ne sais pas moi par exemple, WarioWare, ou encore Sonic Adventure 2 ou F-Zero GX. Allez voter pour votre jeu que vous voulez voir arriver en podcast pour le mois d'avril. Ça se passe sur le Discord Red Calamar, un Discord accessible uniquement à nos soutiens Patreon. Merci à toutes et à tous de nous soutenir au quotidien et bonne guerre. Et on vous dira pas quels premiers jeux ont déjà gagné, parce qu'on sait pas encore. Oui. ça vient de- Alors, Mais ils ont déjà gagné. C'est-à-dire qu'on vote de 20h à 22h tous les soirs, et c'est des guerres argumentatives dans la mesure où les votes ne sont pas anonymes. Au moment où vous l'écoutez, normalement les 8e sont en cours de... Non, ouais. on est à la moitié. On est à la moitié des Bon 8e. d'accord, ok, bon, je dis de la merde, c'est bon. Attends. Je Oui, peux, alors, je peux au moins vous annoncer les combats de 8e. Vas-y. Vous Vas-y. irez voir, on mettra à jour progressivement sur la page Patreon qui sont les vainqueurs. annonce de les ces deux premiers combats. Les deux premiers combats, Enfin, les deux premières vagues de combats. Mario Smash Football versus WarioWare Inc. F-Zero GX versus Star Wars Rogue Leader. Metroid Prime versus Zelda Wind Waker. Oui, à la fin, il n'en restera que un pour se qualifier en quart. Pokémon Colosseum versus Star Fox Adventure. Et donc, eux, ils sont déjà passés. Et Au eux, ils moment où sont vous nous déjà écoutez. passés. Pour le futur, il y a du Sonic Adventure 2 Battle versus Mario Kart Double Dash, dont ça va se jouer. Luigi's Mansion versus Smash Bros Melee. Paper Mario, la porte millénaire versus Fire Emblem Radiant Down. Non, ça c'est C'est la pas Wii. Faf Radiance. Pas Soft Radiance, excusez-moi, j'inverse les deux à chaque fois. Et Baton Kaitos versus Super Mario Sunshine. Oui. Tirage entièrement aléatoire généré par une application de tournoi, tout ce qu'il y a de plus legit. Par conséquent, vous pouvez pas nous reprocher d'avoir mystérieusement mis tous les RPG dans le même bracket. On a vraiment fait en aléatoire, ils sont juste vraiment tous retrouvés à la fin, sauf Colosseum. Voilà. Donc, il nous reste la moitié. Et on va passer au quart. Exactement. Et avant d'enchaîner maintenant, parce qu'il faut... On peut pas juste annoncer comme ça de la bagarre, on a aussi un podcast à tenir. Les commentaires Discord du précédent podcast, je vous en ai sélectionné 2 de grands habitués du Discord qui sont toujours là pour commenter comme il faut, de Weiss et de Gax. De Vice, monsieur. Weiss. Je dis Weiss. Mais t'as joué à Nier en plus. Oui, bon, ça va. De Weiss et de Gax. Il va m'en vouloir, c'est terrible. Alors, on commence par Vice qui nous a fait un énorme pavé. Pour une fois, j'écoute le podcast quand il sort et je peux commenter. Pour ce qui est de la discussion sur la rétrocompatibilité Switch sur la prochaine console de Nintendo, je suis plutôt d'accord avec Ico. Je suis persuadé que la console aura une rétrocompatibilité Switch pour plusieurs raisons.
Déjà, le fait que les consoles Nintendo soient rétrocompatibles depuis la DS Wii, je compte aussi les portables, pour le passage de la Wii à la Switch et le changement de support, disque-cartouche, plus le fait que la Wii U a été un four, ils ont voulu faire table rase complète du passé. D'accord. D'accord. Oui, moi je Oui. suis d'accord avec... Pour l'instant, oui. Je suis d'accord avec quelqu'un qui est d'accord avec moi. Bah, oui, tout ce que j'irais, moi, le seul C'est logique. Le seul addenda que je mets à cette déclaration, c'est même pas pour aller contre. Pour l'instant, je suis d'accord aussi, mais juste, bon, faire table rase du passé et passer son temps à porter tous les jeux de la Wii U à la bon dos, hein, la table rase. Ah, c'est surtout, enfin, Oui, c'est faire. on oublie la Wii U. Oui, c'est ça. C'est un peu ça le message. C'est surtout faire table rase du hardware, mais je chipote parce que c'est rigolo. Là, à mes yeux, Nintendo a vraiment peur. Ils ont une console qui cartonne encore. Ils doivent avoir tremblé à l'idée de refaire la même transition que celle de la Wii à la Wii U. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas de Switch U. Et là, il y a l'emoji de mage qui se pince le nez. Mais du coup, je les vois bien mettre la rétrocompatibilité pour amorcer un changement de génération très doux. Ce qui serait plutôt pas plus mal. Moi, j'aimerais bien un changement de génération doux dans lequel tes jeux sont compatibles. Bon, on va pas revenir là-dessus, je pense. Je pense que ce serait une bonne chose dans tous les cas. Oui, avec, tu sais, si les autres proposent des versions améliorées, enfin, tu mets ta cartouche, tu télécharges un patch et ça t'améliore le jeu, bon. Ça, j'aime bien. Oui. En vrai, on sent que ça a été pour être le moins abrupt possible de la PS4 à la PS5. Ça a pour inconvénient que bah du coup tu vois pas trop la différence entre la PS4 et la PS5 actuellement, à part sur les temps de chargement rapide. Soyons honnêtes, 5 minutes. Mais ça a l'avantage au moins que ta ludothèque, tu la conserves sur le temps vraiment, pour le coup. Oui. La PS4, elle est sortie en 2013. Moi, ça me fait plaisir de me dire qu'on est en 2023, 10 ans plus tard, et que Nax 2 fonctionne toujours très bien sur PS5, tu vois. Mais je pense que c'est lié aussi beaucoup avec quand même la durée de développement des jeux. Vu que c'est hyper long, la génération de consoles, elle dure quoi, 6-7 ans? Oui. Ça peut être tout un cycle de développement d'un jeu. Bien sûr, bien sûr. Donc, couper l'herbe sous les pieds comme ça, en enlevant le support, en enlevant la console, c'est vraiment trahir en fait les studios de développement qui ont décidé de se lancer dans le développement de jeux prévus pour la console. C'est vrai que c'est une des problématiques assez intenses. On s'en rend peut-être pas compte, mais si aujourd'hui, j'en sais rien moi, un studio au pif, Ubisoft, décide là, aujourd'hui, de lancer en production un nouveau jeu qu'ils ont déjà travaillé, je sais pas, sur la précédente année en pré-production, c'est pas un jeu qui sortira sur PS5. Oui, mais d'une manière aussi... enfin, en triple A, je veux dire. D'une manière aussi peut-être plus pragmatique par rapport aux développeurs qui proposent des jeux. Tu peux pas baser ta stratégie sur une part aussi importante de digital à travers un e-shop qui prend de plus en plus de place et proposer une transition qui font que tous les jeux seraient plus compatibles, quoi. C'est vrai. On n'est plus sur Wii, hein, effectivement. Après, ils vont devoir choisir entre une rétro hardware ou un émulateur. L'avantage de l'émulateur, c'est de pouvoir se débarrasser de cette puce, en plus de pouvoir calculer dans une résolution plus élevée, sans avoir à faire de remastered, comme sur PC, ou j'ai envie de dire comme sur PlayStation 5 et Xbox Series X, où c'est une rétrocompatibilité. Et je suis en train de penser, mais est-ce que finalement, cette rétrocompatibilité améliorative, elle a pas un peu tué dans l'œuf le principe de remastered sur cette génération? Oui et non, dans la mesure où les remastered qui sortent chez Nintendo, étant donné qu'on est en train de parler de Nintendo, il y a justement un travail sur le brouillage des pistes sur ce qu'est un remastered. Bien sûr, mais je veux dire sur PlayStation et Xbox, est-ce que finalement, parce que on n'a pas eu tant que ça de véritables remasters ces derniers temps, on parle plus de remake que de remaster. Oui, mais enfin, je trouve qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire un remaster entre la version de juste de la génération précédente, en fait. Dans la mesure où, de toute manière, les portages sont amélioratifs d'une console à l'autre, effectivement, il n'y a pas besoin de faire un remaster. Les remasters à l'heure actuelle qui sont pensés pour PlayStation ou Xbox, c'est surtout des occasions de te vendre des jeux vieux de 10 ans dans un pack avec tous les DLC. Oui, c'est éventuellement si d'un coup ils rajoutent un nouveau chapitre par exemple ou une partie de nouveau gameplay, là oui. Mais ça reste assez marginal en fait. Oui, c'est ça. Hein. Je pense que c'est juste les pratiques évoluent, comme la consommation de jeux vidéo évolue, la durée de développement et la durée de vie des jeux évoluent. Il n'y a plus tellement de place pour faire vraiment juste des remasters pour changer 2-3 pixels dans le jeu. Mais l'inconvénient, c'est qu'il va falloir une console assez puissante pour encaisser ça, en plus de développer un émulateur Switch efficace, mais s'ils y arrivent, ils pourraient même marketer le rétrocompatible avec images de meilleure qualité. Bref, on verra. Et ça me fait très très plaisir que ça parle de Paranormal Sight pour terminer. Rien d'autre à dire à part peut-être encore une fois le manque de voix qui m'a dérangé pour l'immersion, surtout sur tous les autres points. Niveau immersion, il est excellent. J'y reviendrai sur à quoi on a joué parce que je l'ai terminé. Ah.
Voilà. Et on enchaîne avec le commentaire de Gax. Je suis en cours d'écoute du podcast. Tout d'abord, félicitations à Elena pour les bruits de fond. Aucun dérangement, c'est dingo. Merci. Ensuite, j'ai cru que Mage était absent au début. Presque 5 minutes sans entendre sa douce voix. C'était étrange. Ça, c'est parce que je l'ai coupé. Oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Merci pour la précision de Exoprimal dans le Game Pass en plein milieu de l'été. Ce sera sympa de tuer des dinos de l'espace pour le barbecue et pour finir le jeu que Mage cherchait ressemblant à Gollum. En fait, c'est Stick. C'est Styx et pas charge- Thief. Oui, on Oui, s'était trompé. On avait s'est dit trompé, Thief, mais à coup de effectivement. pas. Mais c'est Styx. C'était Styx, voilà. Et pour terminer, PS, RIP, singe pourpre, petit singe, parti trop tôt, trop vite. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Le singe existe toujours. C'est ça, le singe a marché pour qu'Iconoclast puisse courir. J'espère que ça va fonctionner, hein, parce que... Normalement, oui. Mais je vois pas de problème. Hein. Ok, bon, bah, si Ça vous voulez devrait, pas de ça devrait problème, bien se passer. Hein. on le rappelle avant qu'on enchaîne sur à quoi on en joue. La pod guerre est ouverte. Oui, venez voter. Hein. Venez voter. Allez, on enchaîne sur à quoi on a joué étagère. Et ben moi, du coup, cette semaine, comme j'ai terminé la vidéo interminable de Sonic, j'ai enfin pu rejouer Souffler. à des jeux vidéo. Et j'ai joué à Helix, qui est un... Alors, le premier est un RPG fait sous RPG Maker, avec un style graphique complètement surréaliste. C'est une expérience qui est très courte et même le créateur du jeu le décrit comme programme récréationnel avec quelques éléments petits de JRPG. Il s'inscrit dans la veine des descendants directs ou indirects de Mover 2. Donc, Tu fais Oh, bah, quoi dis donc, tu joues encore à des jeux qui ressemblent Ouais. à Mother 2. je joue encore et toujours à des jeux qui... pathologique un peu, non? C'est un petit peu pathologique. Tu fais quoi dedans Alors, moi-même, je t'avoue, il y a un mec, il est sur la Lune, faut aller lui casser la gueule. Toi-même, tu Je joues connais, c'est FF14. Non, mais toi-même, tu joues un homme lune, tu claques des doigts pour attaquer. Il y a les mains du développeur qui apparaissent quand tu lances une attaque, tu jettes des burritos. À un moment, tu joues de la guitare en appuyant sur les touches de la... D'accord. les touches du micro. C'est très très étrange. Même la musique, c'est des espèces de vieux sons dissonants. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de brancher sa guitare et d'essayer les sons. Mais c'est un RPG. Mais c'est un RPG dans la plus pure tradition des RPG. Il est très chelou dans son approche. Il brille surtout par sa direction artistique qui elle-même est extrêmement divisive. En termes de mécanique, bon, c'est un RPG Maker. Il est allé très très loin avec ce que RPG Maker promet et permet surtout. À l'inverse, je crois que le 2 a été produit avec Unity. Je l'ai pas encore fini. Je l'ai tout juste commencé, mais Il on est sent plus long un... Le 2. Ouais, le 2 est plus long, on avoisine... Le premier, je l'ai fini en 3 heures. Le deuxième, il avoisine les 7 heures. Ok. Et je verrai bien où ça me mène. Mais pour l'instant, vraiment, je suis très heureux parce que je retrouve un petit peu, effectivement, de la magie surréaliste de la série des Movers dedans. D'accord, c'est cool. T'as vraiment un problème. Ouais, non, mais j'ai un problème. Si je pouvais jouer qu'à Mover 2 tout le temps... Tu sais, moi, j'adore Undertale. Oui. Oui, Ouais. bah oui. Bah oui, bien sûr. Évidemment, évidemment. Omori, tout ça aussi, ça te parle? Ouais, j'aime bien Omori. Comment tu sais Comment Oh, tu je sais que sais j'aime bien pas, Omori Une intuition, par-ci par-là. Très fan des Mario et Luigi aussi. Ouais, oui, bah alors ça c'est une autre pathologie. Mais... Elena, tu as joué à quoi toi cette semaine? Alors moi, cette semaine, il est marqué par 2 jeux. Le premier, c'est Bayonetta Origins. Cereza. Il y a la suite à son nom ou pas? Moi, je l'appelle juste Cereza. Bah, moi, le je jeu. l'appelle Bayonetta Origins. Cereza, je crois. Cereza mais... Bayonetta Origins. Non, c'est Non, Bayonetta c'est Origins. l'inverse. Ok, Bayonetta, ok. Ouais. Je crois qu'il y a un sous-titre. Il faut Bah, que je sais vérifie. plus. Je t'en prie, continue. Il y a Cereza en tout cas dans le sous-titre. Moi, je l'appelle juste Cereza. Bah, je continue à jouer à ce jeu. Alors, c'est Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. Voilà, exactement. Il faut pas oublier Cheshire. Tout à fait. Bah écoutez, c'est très 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 sympa. J'avance petit à petit. C'est un jeu qui va être fait en review sur Iconoclast Review et Edito. Voilà, qui devrait pas facile à tarder à arriver. En tout cas, moi, j'ai prévu la sortie pour la fin de la semaine prochaine. Pour le moment, c'est tout à fait charmant. J'étais très intéressée par le jeu parce que j'ai joué à aucun des Bayonetta. Je me suis dit, ça peut être une porte d'entrée dans l'univers assez intéressant, surtout que ça tranche complètement vis-à-vis du gameplay et de l'univers graphique. Il est très très beau. Très très beau. J'adore le style conte de fées. Parce que du Oui. coup, la narration, elle se fait par la conte de fées. Tu Ah, tournes les donc pages. Il y a une cohérence. Il y a une voix de narratrice. C'est vraiment une vieille conte à l'ancienne. Ouais. Une femme assez âgée qui te raconte une histoire. Et vraiment comme si tu étais un petit enfant dans ton lit qui écoute des histoires de ta grand-mère. C'est magnifique. C'est très très bien Charmé posé. par la direction artistique, donc. Ouais.
Ah, Ouais. Très, très beau. C'est pastel, on dirait de la peinture. Tu dois explorer une forêt qui est sombre, mais qui est pleine de couleurs, quand même. Des plantes, des créatures un peu féeriques. Et le gameplay, vraiment, il tranche beaucoup par rapport à Cereza, même si... par rapport à Bayonetta, même s'il y a toujours cet aspect de danse. Il faut danser. oui. Voilà. Mais dans Cereza, tu es au stade d'apprentissage. Donc, t'es une jeune ado qui apprend la magie. Voilà. Et je pense que ça explique un peu les origines des actions que Bayonetta peut faire en combat, etc. Mais c'est très sympa. Et je pense que ça change beaucoup. Donc là, je pense que je vais pouvoir apporter un point de vue de quelqu'un qui n'a jamais touché à Bayonetta. Et justement, ok. répondre à tous ceux qui s'intéressent potentiellement à cette licence-là, de savoir déjà, est-ce qu'ils peuvent y aller ou est-ce que c'est vraiment... ça Si sert à rien scénaristiquement, parce ça qu'ils coince vont... ou pas, quoi. Oui, exactement. Si Mm. ça intéresse ou pas, si ça sert à quelque chose ou pas, et si c'est obligatoire de jouer à tous les autres Bayonetta avant. Parce que c'est toujours des questions qu'on se pose quand il y a des spin-offs ou des préquels qui sortent. Voilà. Et toi? Mais À c'est quoi pas t'as- fini. Pas fini. C'est pas fini, parce Oh. que j'ai un autre jeu qui m'empêche de jouer à Mince. Cereza. Nonobstant le fait que tu oublies ta Switch locale la dernière Alors là, oui, ça c'est un problème, et C'est du coup rigolo. j'étais obligée de jouer à mon deuxième jeu. C'est The Last Spell que j'ai commencé la semaine Ah, dernière. Oui, tu avais évoqué le nom. Oui, j'ai évoqué le nom et j'avais dit que pour le moment, bon, ça va, c'est pas mal, mais je comprends pas ce qui est de si incroyable, parce qu'apparemment les retours sur le jeu sont très très bons. Là, je comprends. Là, c'est bon, j'ai compris. fois. La mayonnaise est en train de monter. Ce jeu, il veut ma mort. Ce jeu, il est tout le temps en train de me challenger et je suis prise dans le piège. Ce jeu me regarde mal, me parle mal, et moi je suis agressif. C'est ça. Parce que tu commences le jeu, on t'explique les bases, on t'envoie dans un bastion que tu dois défendre. Tu te dis, bon, c'est tranquille, je m'en sors très bien. Et ensuite, il y a la phase du boss. Le boss, il te déglingue. Tu te dis, merde, je suis morte. Très oui, bien. mais c'est souvent comme ça, effectivement, hein, les roguelikes, il y a le test de maths qui arrive. Et le jeu, il recommence du coup. Je Tu n'avais pas fait recommences. assez d'exercices. C'est ça, tu recommences dans le même bastion avec quelques, du coup, les changements de personnages que tu joues, Ouais. mais avec tous les bonus que tu as déjà accumulés. Genre Oui, les les passifs et les machins, ouais. C'est ça, plus de force de frappe, plus de mana, etc. Et tu recommences. Tu débloques des nouvelles constructions à faire, et tu recommences. Et ensuite, tu meurs encore. Et ensuite, tu recommences, et tu meurs encore, et tu recommences, et tu meurs encore. Je suis toujours dans le premier bastion, ça fait 15 heures que je joue. Ah oui. Je dois le battre. Je dois détruire ces harpies, sinon je pourrais plus dormir. Donc, j'en suis là. Courage. Mais le jeu est génial, hein. Ok. Ah Mais ouais, je sens le besoin de pouvoir vaincre et d'avancer, de passer à un autre bastion qui va me prendre quoi, encore 30 heures? peut-être pas, hein, parce qu'une fois que t'auras pris une fois que t'auras, tu sais, un petit peu comme un Peut-être que ça va se comme un débloquer. bouchon, tu vois, peut-être t'as juste enlevé le bouchon et que ça va se fluidifier derrière après, quoi. On verra C'est bien. possible. Mais il y a plein d'éléments très sympas, donc j'aime bien. Je pense que peut-être que une fois que j'arrive à battre le premier bastion, survivre dans le premier bastion, peut-être que je pourrais préparer la review. Parce que ce serait pas mal. Oui. Voilà. Mais il faut au moins que j'arrive à les battre. Mais le jeu est génial. Donc franchement, sur Steam, il est toujours à peine à 20 euros. Franchement, la durée de vie du jeu, pour le prix, c'est super. Rien qu'en étant bloqué sur le premier bastion. Oui, Très bien, très oui. bien. Donc je suis très, très contente de cette idée-là que tu m'as soufflé, Florian, à jouer à J'étais ce sûr jeu-là. que ça te plairait. Voilà. Donc c'est parfait. Et toi, donc, du coup, à quoi tu as joué cette Ben, semaine? Écoute, moi c'était compliqué parce qu'à chaque fois que je rentrais le soir, arrivé à 21h, j'étais claqué et j'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher. Et du coup, c'était mes soirées, c'est lutter contre le sommeil et me forcer à jouer à un truc quand même pour avancer. Donc j'ai terminé par Anorma Sight, Bravo. donc le visual novel de Square Enix, etc. C'était très bien. C'est toujours uniquement en anglais, mais je vous le recommande. Alors malheureusement, si vous hésitiez à l'acheter en attendant que je l'ai terminé, éventuellement pour savoir si... Malheureusement, vous avez perdu le moment où il était à moins 20% pour le prix de lancement, donc il est repassé à 20 €. Mais je trouve que pour 20 €, ça reste toujours un prix extrêmement honnête. Au pire, foutez-le dans votre wishlist Steam et attendez qu'il soit en prochaine solde. Oui, alors ça, c'est ce que j'ai fait avec Elix. Hein. La raison pour laquelle je les ai pris, là, c'est parce que du coup, il y a les soldes de Steam en ce moment. Enfin, elles sont finies à l'heure où vous nous écoutez, mais... Elles sont finies ?
Je crois qu'elles sont finies, oui. C'était les soldes de printemps, ça dure pas si longtemps que ça C'était jusqu'au 23. Ah ouais, aujourd'hui, terminé. le jour où on tourne. Ouais, bon bref, du coup Paranormal Sight, très bien. Je suis d'accord avec Waze, c'est vrai que niveau immersion, Vice. je suis d'accord avec Vice, excusez-moi. C'est vrai que niveau immersion, ça aurait mérité d'avoir un doublage. Je suis d'accord, surtout que c'est un visual novel qui... alors moi je suis pas un grand spécialiste des visual novels, mais je le trouve relativement original dans sa proposition de pouvoir avoir un tableau à 360 degrés, que tu vas pouvoir observer ce qui se passe autour de toi pour pouvoir trouver des éléments d'enquête, voir des personnages qui se cachent, etc. Ou pouvoir surprendre le joueur via des éléments qui se passent derrière toi. Pour un visual novel, je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai que ça manque d'un doublage. Après, bon, encore une fois, c'est un visual novel, prix de départ 20 € pour 12-13 heures pour en voir le bout avec toutes les fins. Ça va, c'est honnête. Tu te dis peut-être que ça aurait coûté plus cher avec un doublage, tu vois. Parce que c'est oui, pas donné, le ça aurait doublage. été, les coûts de production auraient explosé. Donc ça reste extrêmement intéressant, même si on est sur le genre de jeu qui a quelque chose à raconter quoi qu'il advienne et dont les fins alternatives ne sont pas extrêmement satisfaisantes. Je trouve. On est sur ce genre de jeu-là, que la seule fin satisfaisante, c'est la vraie fin, et que si tu ne vas jamais avoir comment dire, si tu finis le jeu avec d'autres types de fins, tu n'auras jamais toutes les situations narratives qui vont pouvoir se fermer avec une autre fin. Tu vas juste, en fait, terminer un personnage, pas toujours de manière extrêmement satisfaisante non plus, et le reste, finalement, ça n'est pas résolu. Bon, ça t'incite à continuer à aller chercher, on va dire, où est-ce que tu as bien pu merder, entre guillemets, pour que tu arrives à cette fin-là, sachant que le jeu, de toute manière, il a un flowchart, donc une chronologie très bien montrée qui te permet de manipuler le temps pour retourner en arrière et voir exactement à quel moment c'est bien. tu as un embranchement possible. Ouais. C'est Donc très ça, bien. c'est cool. Ça limite les frustrations, Ça c'est limite important. de ouf les frustrations. Donc c'est vraiment la force du jeu, ce flowchart, c'est cette possibilité de naviguer sur l'histoire pour savoir exactement quand est-ce que peut y avoir une branche scénaristique. Donc ça marche bien, c'est assez original, c'est une bonne production qui aurait mérité d'être un peu plus mise en avant par Square Enix. Vu qu'en ce moment, visiblement, j'ai décidé de jouer à des jeux Square Enix. Après Octopath Traveler 2 passer sur un visual novel Square Enix, moi je suis parti sur Final Fantasy 2 Pixel Remaster. Oh là là. Il veut se faire du mal aussi. Ouais, parce que Final Fantasy... Moi j'aime bien les Final Fantasy, j'ai pas de problème avec jouer à un jeu rétro, c'est juste Final Fantasy 2 avec lequel j'ai un problème. Oui, j'ai entendu, il était pas content. Hein. Les temps qu'il jouait... Alors le truc qui m'énerve le plus, si on met de côté son système de progression qui est pas incroyable, parce que voilà, Final Fantasy 2 brille par cette proposition qui est que tu ne montes pas de niveau, mais c'est en forgeant que tu deviens forgeron, c'est plus tu vas utiliser une arme, des sorts, et plus ce sont ces sorts qui vont évoluer, ce qui fait que tu sais jamais vraiment si tu as le niveau pour faire les donjons ou pas. Il y a cet inconnu là que des fois tu peux te faire baffer. Là dernièrement, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est que j'avais pas suffisamment préparé mon sort Esuna, qui est un sort qui permet de soigner les altérations d'état, et que j'ai mes personnages qui en plein combat, j'en ai eu un qui s'est fait figer, donc transformé en pierre, et les 3 autres étaient paralysés. Donc j'avais des ennemis qui tapaient pas très fort, mais je pouvais plus rien faire parce que plus personne n'était en état de pouvoir taper quelqu'un. J'étais juste bloqué, j'attendais que ça se passe et que tous mes personnages meurent. Par chance, la paralysie d'un des personnages a réussi à s'enlever et j'ai pu fuir et j'ai pu me soigner. Mais je fais survivre il va falloir surtout. que je prenne des stocks des figeurs. Oui, parce qu'évidemment, celui qui était figé, c'était mon mage blanc. Mais bien sûr. Évidemment, le seul qui pouvait changer tout ça. Donc j'ai fait bon. C'est pas marrant. Il y a les rencontres aléatoires qui sont ultra vénères aussi. Genre, je fais pas 3 pas sans tomber sur des monstres qui viennent m'agresser. On se croirait en manifestation à Paris. Waouh. Mais blague à part, c'est un peu pénible. C'est un peu pénible à ce niveau-là. Mais à part ça, je trouve ça rigolo parce que FF2, il préfigure ce que seront les Final Fantasy très portés sur l'histoire et sur la narration. Oui, disons que le design narratif de Final Fantasy, si c'est comme ça qu'on peut le désigner, je sais pas trop. Ouais, on va dire oui. Il s'est peaufiné des Final Fantasy 2. Il y a des éléments de gameplay qui sont venus appuyer la narration. La mythologie a été établie avec notamment l'apparition des chimères. Ouais. D'un point de vue plus... Il y a des chocobos. Oui, c'est ça. Alors, je n'utiliserai peut-être pas le terme mythologie pour les chocobos, mais pour le bestiaire, c'est vrai aussi. C'est à partir de Final Fantasy, je crois, 2 qu'on voit beaucoup de créatures très iconiques. Régulièrement des Adamankelon, par exemple.
Effectivement. Et je pense que si on se penche sur l'iconographie, encore une fois, je sais pas si c'est le bon mot, mais de Ouais. Final Fantasy II, on trouve beaucoup d'origines, de choses très importantes de la saga. Et pourtant, il est tellement bombardé d'idées que on peut pas tout garder. Et encore heureux. Pour moi, sans ce Final Fantasy 2, et c'est pour ça que je le fais, c'est parce que il est intéressant dans sa démarche, même si c'est pour moi l'un des plus faibles des Final Fantasy. C'est sans doute le plus faible. Il a des trucs intéressants qui préfigurent le prochain Final Fantasy. Sans le 2, il n'y a pas de 4, il n'y a pas de 6, il n'y a pas de 7. Pour Très- moi, voilà, oui. il a posé ce genre de choses-là, avec son histoire d'empire. Donc l'empire méchant, c'est lui qui le pose en fait. Hein. C'est Star Wars qui le pose, mais... Bon d'accord, c'est Star Wars, mais l'empire méchant que tu vas affronter. Après voilà, il y a des longueurs, très clairement. Le coup de la princesse à sauver, oui. Le coup de la princesse à sauver 3-4 fois parce qu'elle est couillonne et qu'elle peut pas s'empêcher de se mettre dans des situations... Hilda, elle est très conne. La princesse Hilda est très très conne. Hein. Je me revois encore partir à l'aventure parce que madame, elle nous a dit, alors, il faudrait aller chercher une cloche magique pour aller détruire un cuirassé. Je fais, d'accord, allons chercher la cloche magique et le feu solaire pour mettre le feu au cuirassé méchant. Je vais trouver le feu sacré. Et là, en fait, elle s'est dit, avec son papa, c'est quand même dur ce qu'on leur a fait, on va aller les chercher, ça va leur faire plaisir, on va aller les chercher. Évidemment qu'il y a les cuirassés qui les attendaient. Et elle se fait capturer, elle et son papa. Je ne suis pas surpris. C'est le genre de choses qui me font rigoler, mais qui me font rire un peu jaune, sachant que le jeu, voilà, encore une fois, moi, je bataille avec ces rencontres aléatoires. Disons que les rencontres aléatoires vénères ne me dérangeraient pas si j'avais un visu clair sur ma progression globale en tant que personnage de jeu vidéo. Ça, c'est quelque chose qui a été amélioré dès Final Fantasy 3, Ouais, avec son système de job. c'est ça. Entièrement. Parce que moi, améliorer plusieurs choses, ça ne me dérange pas, mais j'aimerais avoir un visu clair. Le seul truc qui semble clair, c'est l'amélioration de tes sorts. Effectivement, tu fais plus mal avec tes sorts quand ils sont brasier 7 plutôt que brasier 6. Mais non, c'est très bizarre. Je sais pas si je le terminerai, pour être honnête. Je suis à 10 heures de jeu. Je t'avoue que je l'ai fini, moi, sur GBA, Ouais. à l'époque de Final Fantasy 1 et 2, là, sur la même cartouche. Je l'ai fini parce que j'avais rien d'autre. Et après, je me suis dit, ouais, plus jamais ça. Après, j'aime bien le côté... En fait, ce qui me motive aussi, c'est que je vois beaucoup de références à FF14. Encore une fois, l'Empire Garlemardais, c'est complètement l'Empire méchant de FF2. Les révolutions qu'il y a, un dessin qu'il y a à faire, oui. Le Pandémonium Oui, alors, qui va il arriver. revient... Alors moi je sais que si t'es à 10 heures de jeu, c'est parce qu'il y a tout le temps des combats aléatoires. Bah oui. T'arrêtes Ouais. pas à me le dire tous les soirs, mais je peux plus avancer, il y a toujours ces mobs. C'est terrible. Hein. Et surtout que le level design des donjons, plus t'avances et plus il est piégeux, dans la mesure où t'as beaucoup de portes qui servent à rien, où il n'y a rien dedans, mais qui sont situées à l'extrémité d'une map et qui te forcent à retraverser tout et donc à reprendre le risque de tomber sur 1 milliard de monstres qui t'attaquent, et parfois des monstres mais qui tapent comme des sourds. C'est un peu désespérant, surtout que t'as ton 4e personnage qui change sans arrêt. Ça, j'en ai pas parlé. Mais le 4e personnage de ton groupe, ça change tout le temps. T'as un coup, t'as Minwu que tu revois plus jamais, enfin qui est le serviteur de la princesse que tu revois, enfin qui va gérer des affaires après du royaume, une fois que t'as fait 2-3 trucs. T'as un mec, t'as sauvé sa fille dans une prison, il vient t'aider, il se fait rouler dessus par un rocher. Alors les morts dans FF2, c'est marrant, hein. C'est très mise en scène, etc. Et là, le jeu se ralentit et lumière divine, il disparaît. Et non, t'as plein de trucs comme ça, genre une pirate, Gordon qui est qui est l'héritier du roi, qui vient, puis qui s'en va, puis qui revient, puis qui se re-en va. T'as une pirate qui finalement devient la directrice des armées de la rébellion, tout ça. Non, mais c'est rigolo, mais le fait de voir un 4e membre qui change à chaque fois et qui est plus nul, parce qu'au début il est très fort Minwu, mais ceux qui viennent après ils sont vraiment nuls, ils se prennent une tarte, ils meurent. Bon, ça m'arrange parce que ça améliore mon sort vie, mais c'est pas le problème, c'est pas le propos, ils sont chiants, ils sont pénibles. Bref, voilà, j'ai du mal avec FF2, mais je le fais quand même pour la science, parce que ça reste intéressant en termes d'histoire. Voilà. Bah ok, Bravo pour ce sacrifice. On passe à l'actu. on passe à l'actu.
Alors, la première actualité, c'est Ubisoft qui dévoile une intelligence artificielle. Décidément, vous êtes toujours en train de chercher à rattraper un pseudo-retard sans pouvoir développer des trucs vraiment à vous, Ubisoft. Ça s'inscrit dans le Ubisoft va mal, sobrement titré par Monsieur Plouf. Oui. Oui, qui continue là. Alors, c'est une intelligence artificielle. C'est toi, Elena, qui a choisi cette actualité. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Je l'ai vu passer parce que je me suis dit, tiens, on parle sans arrêt des intelligences artificielles en ce moment. Et on les voit beaucoup. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont pas contents. C'est Ubisoft qui dévoile une intelligence artificielle qui s'appelle Ghostwriter, qui est censée être capable de créer des lignes de dialogue pour les PNJ de jeux vidéo. Voilà, ils disent que c'est un outil qui permettrait d'alléger le travail des scénaristes et donc du coup les libérer de ce travail-là de faire des dialogues que grosso modo sont pas si importants que ça, tout ça, et qui prennent du temps et que du coup ça permettrait aux scénaristes de se concentrer sur des choses plus importantes et impactantes en termes de récit, tout simplement. Voilà. Que bien évidemment, il y a certains scénaristes qui ne sont pas d'accord. Alors, à titre personnel, je vais commencer par une opinion, une hot take. Oh là. Ouais. À titre personnel, ça ne m'étonne pas et ça ne me dérange pas plus que ça. Maintenant, je m'explique, parce qu'on n'est pas sur Twitter et que je peux apporter une explication. Dans la mesure où on parle de quêtes annexes à l'Ubisoft, qui de toute manière, personne les lit. Voilà, soyons honnêtes, personne les quêtes annexes à l'Ubisoft. C'est pas faux. Et que c'est pas les quêtes annexes les plus intéressantes de l'univers, très loin de là. Donc qu'Ubisoft utilise une intelligence artificielle pour écrire des quêtes de merde, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Maintenant, le vrai problème de fond, c'est de se dire que, en fait, une intelligence artificielle peut écrire des quêtes annexes chez Ubisoft et que personne n'y verra que du feu parce que ça reste des quêtes de merde. Et que le problème de fond, c'est que vous voulez pas rendre plus intéressantes vos quêtes annexes, peut-être, je sais pas, en... Il y a un problème, il y a un problème beaucoup plus profond que le dialogue. Oui. Parce que vous le fassiez écrire par... Oui, c'est ça, si vous le faites écrire par une IA, je m'en fous, je le lirai pas. Est-ce que je peux rajouter du coup mon grain de sel qui va probablement vous mettre très mal à l'aise? Je t'en prie. J'écoute. En fait, ce genre de travail, globalement, est réalisé par des scénaristes juniors qui commencent tout juste et à qui ça permet d'étoffer leur CV, en fait. Aïe, 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 aïe. C'est problématique. Non, mais je suis d'accord. Dans le fond, c'est problématique. Dans la forme, si Ubisoft fait appel à des juniors qui n'ont pas, entre guillemets, d'expérience sous la carotte que ça va leur promettre d'avoir un pied dans l'industrie du jeu vidéo, c'est que c'est déjà dans la conception, dans la structure même de la conception de ces quêtes annexes qu'il y a un problème. Donc, fondamentalement, que ce soit réalisé par une intelligence artificielle, les joueurs s'en foutent, Ubisoft s'en fout, structurellement, ça va rien changer. Ça va rien changer, ce sera plus rapide, le jeu, peut-être que ça va soulager certaines personnes, ok. Maintenant, dans les faits, c'est que c'est pas des quêtes annexes qui sont intéressantes du tout. C'est ça le truc, c'est ça le problème. Et que je préférerais 1000 fois que t'embauches 4 personnes, même des juniors qui vont s'amuser à créer des quêtes annexes intéressantes, même si à la fin c'est un peu bancal, mais qui ont une véritable âme et qui ont une envie de porter quelque chose d'artistique avec des quêtes annexes. Parce que le fond du problème, c'est qu'Ubisoft, eux-mêmes, ils en ont rien à foutre et que la quête annexe dans un jeu Ubisoft, c'est jamais que du remplissage. Donc, dans l'idée que c'est du remplissage, que ce soit fait par une intelligence artificielle, c'est pas si dramatique que ça. Oui, tu vois, c'est ça que je veux dire. Le truc, c'est que Ubisoft n'a pas attendu de se poser la question, de poser une problématique à propos des quêtes annexes pour pas traiter peut-être tous ces juniors avec l'égard que mériteraient des gens qui débutent leur carrière. Au moins, l'intelligence artificielle, elle râle pas. C'est compliqué parce qu'en plus... C'est ça que doit dire Ubisoft. Oui, alors bravo, en plus, Ubisoft. il précise quand même que genre une intelligence artificielle n'est pas capable de tout faire toute seule et que derrière il faudrait travailler les dialogues, etc., etc. À quoi répondent certaines personnes que en fait, remanier ce genre de dialogue, ça prend encore plus de temps. Donc est-ce que vraiment ça apporte quelque chose dans l'optique justement d'alléger le travail des scénaristes? Alléger le travail des scénaristes, peut-être pas. Alléger le poids économique de ces scénaristes, oui, parce que du coup ce ne sont pas des scénaristes, c'est juste des gens qui vont vérifier la syntaxe, tu vois, par exemple. C'est ça. Ouais. Voilà, cool. Enfin, ouais, bof. Du coup, plutôt que de faire appeler à des scénaristes juniors, tu vas faire appel à des pigistes, tu vois, ou des correcteurs à la pige, tu vois, ou même en auto-entrepreneur par-ci par-là, que tu vas pouvoir rémunérer à la ligne, quoi, tu vois, ce genre de choses-là. Donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On est rentré dans un système de toute manière Ubisoft où c'est extrêmement standardisé, où
Moi, ça ne me choque pas qu'il fasse appel à une intelligence artificielle pour faire cette tâche-là, qui de toute manière, avec le temps, est devenue une tâche ingrate, l'écriture de quêtes annexes. Donc, Mais surtout, c'est pas Bon. pour rien qu'on parle des mondes ouverts à la Ubisoft, Oui. n'est-ce pas? bon, il y en a d'autres après. Oui, mais Ouais. des quêtes annexes à la Ubisoft, donc... C'est dommage, c'est dommage. Moi, sur le principe, tu vois, j'aime bien les quêtes annexes, mais c'est pas le genre de choses qui me donne envie de m'investir dans un jeu. Déjà, j'ai pas le temps de le faire. Et ensuite, bon, bah, c'est écrit, si c'est écrit c'est écrit avec les pieds, bon, c'est pas quelque chose qui me. Après, on sera peut-être surpris. Hein, On sait verra bien. Moi, je préférerais Ouais. une promesse de gameplay. Moi, je suis pas quelqu'un qui est fondamentalement opposé à l'utilisation de l'intelligence artificielle, du moment que c'est fait avec intelligence et avec une Qui n'est véritable pas envie- artificiel. Voilà, et une véritable envie de faire les choses bien, tu vois. Ouais, si là, en c'est l'occurrence, juste pour diminuer les dépenses. Oui, hein, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre outils et solutions magiques. Oui, voilà, C'est ça. exactement. On passe à la suite. Ouais. Bon, la suite, j'avais envie de vous parler d'un marronnier. Parce que moi, quand j'ai vu cette news-là, ça m'a fait extrêmement rire. Je ne jette pas le discrédit sur Gameblog, qui est ma source. Je ne jette pas le discrédit non plus sur les gens qui se hype autour des nouvelles consoles de jeux vidéo qui arrivent. Je trouve ça juste très marrant que c'est un show. Encore une fois, c'est une chose qui se répète sans arrêt. La news. Apparemment, il y aurait eu des leaks sur la nouvelle Nintendo Switch, qu'on va appeler plus facilement la Switch 2, juste par simplicité, qui dirait que, d'après certains insiders, la nouvelle Nintendo Switch intégrait un Nvidia Tegra 239 d'une puissance équivalente à une GeForce RTX 3000, ce qui serait plutôt pas mal, hein, surtout si tu conserves le style de jeu en 1080p, et donc l'opportunité de pouvoir supporter et du DLSS, donc qui est, je le rappelle, un traitement de l'image qui permet de faire énormément d'économies de calcul pour des affichages en plus haute résolution, mais également du ray tracing, le mot commun fourre-tout pour parler de lumière dynamique, entre guillemets, sur Switch. Bon, si on met de côté le fait que j'y crois pas trop, parce que déjà que sur PS5 c'est compliqué, déjà qu'il faut avoir une carte graphique du feu du Dieu pour pouvoir le faire tourner aussi sur PC, mettons de côté que j'y crois pas trop, ça reste une source rigolote, ça reste une news rigolote. Pourquoi ? Parce que en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle console de Nintendo, les fans de Nintendo, ils sont là à se dire mais c'est incroyable, ça voudrait dire que ce serait une console méga puissante. Alors là où la news, elle essaye d'être un petit peu, on va dire, cohérente, crédible. Voilà, c'est qu'elle précise bon, ce serait quand même moins puissant qu'une PS5 ou qu'une Xbox Series X, mais ce serait dans l'hypothèse où Nintendo voudrait rattraper son retard. En 2005 a été annoncé le projet Révolution de la part de Nintendo, et déjà je me souviens de forums Nintendo sur jeuxvideo.com ou ailleurs sur des sites un peu plus spécialisés comme Puissance Nintendo, etc., de sites qui relayaient des informations, mais de gens aussi qui faisaient des spéculations autour de ça, qui disaient oui. mais Révolution, dans un monde dans lequel tu ne jures que par la puissance graphique, Révolution, ça doit être absolument révolutionnaire. Moi, j'ai mon tonton qui travaille pour Nintendo parce qu'il a posé son placo-plâtre dans la maison de Miyamoto, et qui a eu des sources comme quoi, apparemment, le nouveau processeur de la Wii serait tellement révolutionnaire qu'il pourrait être 2 à 3 fois plus puissant que la PlayStation 3. Waouh! Rendez-vous compte, on serait sur vraiment un game changer de la part de Nintendo et une puissance graphique jamais vue. Tout ça pour dire que c'est pas nouveau ce genre de choses, que ça se répète à chaque fois qu'on annonce des Oui, trucs. mais c'est le même délire à chaque génération de console. Enfin, Même pour la NX, il y avait des rumeurs comme quoi ce serait plus puissant qu'une Wii U. Alors que pas du tout. Mais pas du... Alors, c'est un peu plus puissant. oui, mais c'est un peu plus puissant. véloce. C'est comme, comment dire, la Wii, factuellement, elle est plus puissante que la GameCube, mais c'est pas magique non plus. Je pense que la Switch 2 sera plus puissante, mais de là à dire qu'on serait sur un énorme gap, que Nintendo va rattraper son retard, etc., c'est un énorme marronnier, en fait, depuis que Nintendo existe, depuis que Nintendo fait la course à la puissance, mais même depuis que Nintendo a arrêté, parce que je sais pas, il y a une envie profonde au fond de la communauté de quand même de se dire, tu sais, c'est les gens qui sont là, ils mettent le masque qui sourit et qui te disent non mais c'est pas les graphismes qui comptent, et puis qui derrière ils sont là avec les larmes en disant oui non mais quand même si Nintendo pouvait rattraper son retard, parce que graphiquement j'aimerais bien, tu vois. C'est ce genre de choses là, ça me fait toujours rire. Voilà, je vais pas vous dire de prendre cette annonce avec des pincettes. Ne la prenez tout simplement pas et attendez de voir ce que ça va donner sur le temps. Personnellement, comme n'importe quelle news qui sort de nulle part, et particulièrement sur Twitter, j'aurais tendance à vous dire n'y croyez pas. Voilà, ce sera plus Oui, simple. bah, je sais pas ce que vous attendez avec de telles promesses en fait.
Mais bon, écoutez, Une augmentation des prix. Oui, c'est ça. Voilà, si C'est- c'est ça que vous voulez, De écoutez. toute hein, manière, c'est mieux d'être surpris et de bonne manière à la fin que d'être déçu. Oui, hein. Confère toute la période de la Nintendo Switch Pro. Est-ce qu'on passe à la suite? On peut passer à la suite. On passe à la suite. Alors la suite, je pense que ce sera relativement rapide. Je l'avais sélectionné aussi. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu un nouveau teaser de Hellblade 2. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. Il s'agit d'une cinématique qui se centre sur le visage de Senua et qui montre à quel point, oh là là, le travail sur le mocap il est incroyable, sur la performance capture elle est incroyable, les détails du visage sont absolument Ouais. dingo. Il y a des Oui. micro-expressions qu'on arrive à cerner, il y a l'iris qui se réduit. Non, vraiment, là, cette fois, juré craché, c'est vraiment photoréaliste. Hein. Je crois que vous voyez à peu près où est-ce que je veux en venir. C'est pas un peu triste si, après 3 ans de silence, le seul truc qu'on a à te rapporter, c'est une meuf qui te parle en regard caméra avec un visage extrêmement réaliste en sachant qu'il s'agit d'un TPS et que tu verras essentiellement son dos, son cul, ses jambes. Je vois ce que tu veux dire, mais tu es désenchanté. Tu sais ce qu'elle aurait Je dit, suis Mylène Florian. Farmer? Tout est chaos à côté. Moi, je suis content si vous êtes content pour Senua, mais j'aurais aimé voir autre chose que du visage. Et soyons honnêtes, voilà. Aujourd'hui, c'est moi qui... J'ai envie de prendre la place qu'Elena s'était attribuée jusque-là. J'ai envie d'être le polémiste. Ah, J'aurais aimé qu'on me rassure sur la suite de Senua's, parce que quand même, un point and click qui se vend comme étant un action, un truc un petit peu vaguement action dans lequel tu fais que cliquer sur la souris pour lancer des coups d'épée et que le but du gameplay c'est d'aller chercher des runes dans les décors. J'aurais aimé qu'on me rassure aussi sur ce côté-là. Voilà, plus que de me montrer des visages qui étaient déjà très impressionnants sur Senua 1. Et qui sont toujours extrêmement crédibles aujourd'hui. Voilà, c'était mon avis personnel. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. J'ai toujours pas joué à Hellblade et ça m'intéresse pas des masses. C'est pas incroyable. Je trouve que c'est pas incroyable. C'est une expérience sensitive Sensorielle. sonore, sensorielle. Mais il pêche sur son gameplay de ouf. Les combats sont nuls. Et les énigmes, c'est vraiment littéralement... Tu as des runes qu'il faut trouver. Et ben, il faut faire des perspectives avec le décor pour que ça forme les runes. D'accord. Un jeu qui aurait mieux fonctionné en FPS maintenant que j'y pense. Superliminal est beaucoup plus intéressant pour ça. Parce que c'est complètement Superliminal mais en AAA donc qui est vachement moins ambitieux. Voilà, Ok. non mais j'ai quelques griefs avec Hellblade mais Je crois que c'est pas ton truc, Hellblade. non, j'ai vraiment été énormément déçu par le premier. Hein. Pour moi c'était un gros pétard mouillé. Est-ce qu'on passe à la suite? Oui. Oui. Bon, la suite, c'est une petite news que je trouvais intéressante. Est-ce que vous connaissez Night Dive, pardon. Oui, c'est un studio qui développe des remasters. Beaucoup de remasters, oui, Beaucoup de très oui. vieux jeux qui ont été très connus, notamment pour un remaster et des portages de Turok 2, Forsaken Remaster, Doom 64, c'est eux les responsables. Ah, c'est Night Dive. C'est Night Dive, Shadowman Remastered, Power Slave et récemment c'est eux qui étaient en train de s'occuper de System Shock Enhanced Edition qui sont en train de travailler sur un remaster de System Shock 2 également Ouais. et ils ont été rachetés en réalité Racheté par qui? par Atari. Alors ça, par contre, je m'y attendais pas. Voilà, Camoulox. Atari qui est en train de racheter du coup ce studio là. On se doute peut-être pour faire des remasters de futurs jeux. des remasters de Atari. De Atari exactement, peut-être travailler sur tout ça, en sachant qu'Atari en ce moment, bon à part les NFT qu'ils ont pu développer sur leur propre jeu, ils ont fait un très bon, je trouve, une très bonne voie ouverte sur les jeux musées et jeux compilation, puisqu'en fait c'est un jeu dans lequel tu vas pouvoir jouer à les jeux de l'histoire d'Atari, et c'est des jeux qui sont entrecoupés d'une visite virtuelle de musée avec possibilité de regarder des documentaires et des extraits de documentaires Oui, liés à ça, l'histoire c'est d'Atari. super. Ça, t'en avais parlé la dernière fois, tu l'avais évoqué. Et c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien de faire ça. L'autre news qui est en rapport avec tout ça, et je trouve ça rigolo, c'est que Night Dive, c'est un studio qui avait récemment embauché Albert Martin, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui avait développé un... Oui, des modes de Resident Evil 4. Ouais, C'est en ça, c'est lui définition. Et qui avait été embauché justement par Night Dive pour son travail. Tu te rends compte que il a accompli le rêve. Tu sais, à chaque fois qu'on voit une vidéo d'une démo technique d'un mec qui fait un fangame Pokémon sous Unity,
Il y a toujours des blaireaux pour taper Nintendo embauché cet homme. Bah, Atari l'a fait. Enfin, du coup, Atari Night a- Dive l'a fait. Atari, enfin, oui, bah, alors c'est sans doute pas Atari directement, mais Night Dive a embauché cet homme. Voilà, vous êtes content maintenant. Mais je trouve que c'est bien parce qu'effectivement il y a un travail de remasterisation. Pour avoir joué à Doom 64, le problème c'est pas le travail de remasterisation, le problème c'est Doom 64 qui est pas incroyable. Mais le travail qui est fait derrière d'adaptation du jeu sur console moderne est très bon. Voilà, donc c'est une plutôt bonne chose. À voir ce que ça pourra donner sur ce rachat. À voir ce que ça pourra donner pour Atari, qui reste malgré tout quand même un des piliers du jeu vidéo, même si on a l'impression tous les 4 matins qu'ils sont en train de ressusciter parce qu'on les croit morts à chaque fois. Alors qu'ils Ouais, sont mais jamais à vraiment chaque fois tu le morts. vois sortir des flammes, ça, il se relève comme Michael Myers. Ouais, mais au bout d'un moment, ça sent plus le brûler, quoi. C'est la cendre. Oui, c'est pas faux. Bref, on enchaîne. C'est parti. On enchaîne. La suite, c'est aussi une polémique qui a brûlé Internet. C'est Electronic Arts qui vient un post sur son Skyblog, pas du tout son site internet, Ouais, elle ressemble un peu à un Skyblog. mais ça ressemble un peu à un Skyblog, effectivement, a annoncé la suppression de différents stores digitaux numériques de vente en ligne de jeux vidéo, d'une belle pelletée de jeux Battlefield. Alors dans le lot, ils avaient annoncé aussi Mirror's Edge, Mhm. qui serait retiré. Mais ça a été corrigé, Mirror's Edge ne sera pas retiré. D'accord. Je sais pas pourquoi d'un coup ils ont décidé que peut-être pourquoi corriger ça à ce moment-là. Mais en tout cas, de la licence Battlefield vont disparaître de l'achat Battlefield 1943, Battlefield Bad Company 1 et 2 également, des jeux qui ne seront plus disponibles à l'achat consécutivement en fait à l'annonce de la fermeture des serveurs des jeux, ce sont des jeux multijoueurs, Ouais. qui devraient arriver normalement le 8 décembre 2023. Ouais, donc ils pourront plus non plus utiliser les services en ligne, grosso modo. C'est ça. Genre tout ce qui est offline, ça se fait encore, mais le reste non. Écoutez, moi, quoi penser à part que est-ce que ce serait pour envisager un remaster, auquel cas c'est pas bien. Si c'est juste pour faire le ménage, bah c'est pas bien. Je sais pas trop quoi penser. Battlefield Bad Company, moi j'avais fait le 1 et le 2 à l'époque. C'était comment? Bah écoute, moi j'aimais bien. Bad Company 2, moi j'y ai joué en multi. Ouais, bah c'était des jeux qui se vendaient pour leur multi un peu à la Call of, parce que t'avais moins l'accent porté sur des véhicules, contrairement à Battlefield. C'était plus Call of Duty-isé, Oui, Mais- effectivement. Ouais. avec la promesse quand même d'avoir des environnements destructibles. Et l'environnement destructible, je m'en rends compte maintenant, parce qu'à l'époque j'avais pas le recul forcément, tout ça, je me rends compte que l'environnement destructible sur des maps plus petites et moins grandiloquentes comme Battlefield 2042 pourrait l'être par exemple, je trouve ça plus intéressant, un peu plus stratégique, tu vois, sur ce genre de choses. Et je trouvais que ça marchait plutôt bien. Même l'histoire était sympa à suivre ces mercenaires-là. C'était une expérience cool, Battlefield Company 1 et 2. Malheureusement, Mage ne sera pas là pour nous dire tout le bien qu'il pense de Battlefield 1943, 83. Putain. Battlefield 1943, parce que je sais que c'est un jeu qu'il a énormément joué aussi. Moi, j'y ai pas joué par contre au 1943, malheureusement. Mais je sais que c'est un des jeux préférés. Quoi vous dire de plus que j'espère que c'est des jeux qui vont tomber sur des abandonware, vu que c'est retiré de la vente. Tout ce que je peux lui sauter, c'est de finir en abandonware et d'avoir des fans qui en font des serveurs privés, quoi. Ouais. Parce que c'est des jeux qui, vraiment, c'est dommage de C'est les enlever. Pas des mauvais jeux. C'est des bons jeux. C'est des bons jeux. Les Bad Company 1 et 2, c'est un peu, on va dire, des témoins de l'époque Electronic Arts versus Activision sur la licence Call of Duty. Spoiler, Battlefield Bad Company a perdu, hein, puisqu'il n'y en a que 1 et 2. Mais ouais, je trouve ça regrettable, comme toujours. Voilà. Je sais pas si je peux rajouter des choses. Vous avez envie de... Je sais que Bah, Battlefield, c'est pas votre truc. Bah, le forcément. truc, c'est que Non. c'est une action qui est crasse, mais d'un studio comme EA, ça ne me surprend pas. Non, bah écoute, de toute manière, ils ont l'habitude Enfin, je dis d'être d'un studio comme EA, extrêmement forts. non, d'un éditeur comme EA. Ils ont l'habitude d'être extrêmement C'est qui a forts, développé Bad Company 2? C'est DICE, enfin Oui, c'est EA. Ouais, oui. Ouais. Il y a une petite subtilité, oui. Voilà, on enchaîne sur la suite. Oui. La suite parle de Justin Roiland, Justin Roiland, qui avait été accusé de violence conjugale Oui, et qui apparemment les charges ne seraient pas retenues contre lui à la fin. Tout à fait. mais disons que c'est une étape de plus dans
comment dire, il a un parcours, Justin Roiland, il a un problème avec les femmes. Sur Internet, c'est une affaire qui... il est passé devant la justice pour un cas de violence qui n'a pas abouti, bien évidemment, mais il est pas il est pas connu que pour ça, hein. D'un petit peu controversé, le bonhomme. Mais en tout cas, voilà, si vous vous rappelez bien, c'était On à la en avait fin parlé. de l'année dernière, oui, on en a parlé, parce que justement, il y a eu les tribunaux qui ont commencé à vraiment travailler sur l'affaire. Si je peux me permettre, juste peut-être que les gens voyaient pas le rapport avec le jeu vidéo. On en avait parlé consécutivement à la sortie de High on Life. C'est Oui, pour ça aussi qu'on Ion reprend. Life, auquel il avait participé, c'est-à-dire que sans aller jusqu'à être un produit dérivé de Rick and Morty, il y a une identité qui transparaît Un peu quand même. marqué, oui. Je t'en prie, continue. Oui. Et donc justement, c'est à la fin de l'année dernière qu'il y a eu consécutivement les chaînes de télévision qui s'occupaient à diffuser, par exemple, Rick et Morty, Oui, qui tout à fait. ont Adult décidé Swim. d'arrêter de travailler avec lui. Mais il y a aussi également le studio de développement de High on Life, dans lequel il a doublé Squanch Games, je crois. les personnages qui ont... Oui, exactement, Squanch. Qui ont décidé également d'annuler toute la collaboration avec lui. Bah là, maintenant, il est innocenté par la justice. Reste à savoir que vont décider du coup ses partenaires, ses anciens partenaires vis-à-vis de ça. Mais bon, lui, il a fait juste une annonce sur Twitter où il est très content du coup de comment ça s'est réglé. Qu'il regrette Voilà, qu'il a mais été cancel. Et il regrette exactement, et puis il est déçu que énormément de gens auraient répandu, comme il dit, des mensonges sur lui. Voilà. Mais bon, comme a dit Étagère, si le bonhomme n'est pas connu que Oui, pour ça, alors, et qu'il y a déjà c'est-à-dire eu des histoires avant... C'est le cas de Justin Roiland. Encore une fois, nous, on n'est pas personnellement, en tout cas, oui, je dis personnellement, mais je pense que personne ici n'est un expert en justice américaine, Pas trop, non. ni même en affaires de mœurs aux États-Unis. Tout ce que j'ai à dire sur la question, c'est que si vous cherchez Justin Roiland sur Internet, vous tomberez sur des affaires qui impliquent Justin Roiland, un certain nombre d'opinions qu'a Justin Roiland aussi, à propos des femmes. Disons que là, la justice a décidé de trancher en la faveur de Justin Roiland, mais que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais même pas levé un sourcil de surprise. Voilà. On peut conclure là-dessus. Enfin bon, c'est pas à nous de juger. Hein. Non. L'essentiel, c'est ça. Donc nous, on est juste là à vous transmettre des informations. ça. Vous pouvez vous faire votre propre opinion sur la question. On avait ouvert le cercueil et Voilà. puis voilà. Mais là, maintenant, comme on en c'était a l'heure de le parlé, refermer. Exactement, Oui, fallait juste apporter une conclusion à ça. on trouvait que c'était important de vous donner du coup le fin mot de cette affaire-là, au On moins pour ce cas-là. On passe à la suite. Ouais. La suite, c'est un DLC de Sonic Frontiers. Ça a Oui, été rajouté par oui, vous, monsieur Oui, Étagère. ça a été rajouté par moi. Alors, sur une note plus positive, Oui. Sonic Frontiers caracole vers maintenant 3 millions d'exemplaires vendus. Qui est bien. Ce qui est bien hein, pour Sonic. On a eu il y a quelques mois de ça la roadmap communiquée par Sega des DLC, soit le contenu additionnel complètement gratuit qui va être ajouté à Sonic Frontiers. On parle de personnages, on parle de challenge. Là, on a eu la première mise à jour qui se fait à l'heure où on enregistre. Elle se fait le 23, donc aujourd'hui. Pour nous, quand enregistrons, pour vous, c'est déjà passé depuis 2 jours. C'est la triple S, Sight, Sounds et je sais plus quoi, mais en gros, ça ajoute un mode photo, un jukebox, des nouveaux challenges. Comme... C'est des challenges basés sur la vitesse. Ah. Tu voudrais dire que rajouter des challenges dans un Sonic, ça passe Rajouter du forcément par time la attack vitesse. dans Sonic, tu veux dire que ça a un sens? Non, plus sérieusement, ça ajoute aussi des corrections quality of life. Par exemple, maintenant pour améliorer Sonic, tu peux directement échanger des gros stacks de coco. T'es plus obligé de le faire unité par Je unité. comprends pas pourquoi est-ce que de base c'était unité par unité. Oui, tu te rends compte que moi, mon Sonic, il est amélioré à fond et j'ai dû passer une bonne heure à appuyer sur croix. Pareil. Donc voilà, Sonic Frontier continue à vivre. On attend de voir, mais c'est une... disons que c'est un... Moi, Sonic Frontier, c'est un jeu que j'ai pris avec beaucoup d'affection. C'est pas un peu le jeu de... C'est pas un peu le calumet de la paix de Sonic pour toi? C'est un jeu qui a des défauts, mais qui est pétri de bonnes intentions. Oui. Et qui accomplit beaucoup de choses. Il pourra rétrospectivement devenir le calumet de la paix si jamais
on arrête dès le prochain jeu de faire tabula rasa. Si on récupère des choses de Frontier, si on conserve ce qui fonctionne et qu'on... toi-même, tu l'as dit, hein, ce que tu voulais pour la direction de Sonic, et je suis très d'accord avec toi. Là, pour la direction du Sonic 3D, c'est ça. Pour la direction du Sonic 2D, c'est pas vraiment la news, mais il y a effectivement un certain Sonic Origins Plus qui pointe le bout de son nez, avec Amy jouable, dans une compilation qui en plus inclut tous les Sonic sur Game Gear. Soit 12 jeux en plus des 3 Sonic Origins. C'est intéressant, j'aime bien pour l'instant la direction que prend la série Sonic. C'est l'arc rédemption. C'est l'arc rédemption. Yuji Naka en prison, Sonic rédemption. Et autopromo pour son directeur, producteur. Izuka. Je vais me donner une promotion aujourd'hui. Allez, je vais être super patron. On passe à la suite. On passe à la suite. La suite, je vois qu'il y a une news sur The Witcher. Une lourde décision a été prise pour le prochain jeu. Est-ce que vous voulez en parler ? Nous souhaitons en parler. Oui, écoutez, c'est globalement une news assez rapide à présenter, car vous êtes probablement au courant, mais CD Projekt, ils ont lancé la production de plusieurs jeux The Witcher à venir, dont un notamment, c'était The Witcher Sirius, qui devait être confié à une équipe d'un studio de développement qui était acheté par CD Projekt justement pour essayer de développer leur activité. Ça devait être un nouveau projet du coup complètement différent de ce qu'on a l'habitude à faire, et il devait proposer une histoire qui se passe dans l'univers de Spakowski, mais qui ne se base pas sur notre cher sorceleur préféré. Il devait proposer un jeu multijoueur avec de la coop, le système de classe et voire même des activités sociales dans le jeu. Le truc c'est que là, ils ont dit ils vont tout répartir à zéro. Je sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment le pré-projet ne correspond pas à leurs ambitions. Donc peut-être qu'il aura plus de choses, peut-être qu'il aura peut-être moins, mais on sait pas. La seule chose qui est vraiment du coup n'est pas confirmée, c'est l'existence du projet multijoueur. Donc on sait pas, peut-être qu'ils vont enlever le multijoueur, peut-être que ça va encore se concentrer sur le solo, ça se trouve pas du tout. Donc la seule chose qu'on connaît, c'est que le développement recommence. Dès le début. Sur Ubisoft, non c'était pas sur Ubisoft tout à l'heure, quand on parlait de temps de développement de jeu, typiquement lui il l'attendait pas avant la prochaine génération de consoles. C'est ça. Oui. Mais disons que... Moi je suis heureux tant que c'est fait avec Sirius. Sérieux. Non. Si le calembour passe pas, tu sais, c'est qu'il est raté. Voilà. C'est qu'il est raté. Non, mais voilà, le jeu passe vers une nouvelle direction, vers un nouveau projet. Ça se trouve, ils vont tout changer. Comme on n'a jamais rien vu encore, donc ça va. Les vieux démons de CD Projekt qui rebootent tout en interne à chaque fois. Ça commence très très bien de ce côté-là. Ouh, je sens que ça va mal se terminer ces histoires. On verra bien. On passe à la suite ? On passe à la suite. Notre dernier news concerne une Qu'est-ce que c'est ? bonne nouvelle, Un appel d'air. Un appel d'air, oui, bien voilà. Notre dernière news, c'est moi qui l'ai ajouté, c'est l'arrivée d'Amazon Luna au Royaume-Uni, au Canada et en Allemagne. Qui est toujours pas arrivé chez nous. Voilà. Donc Royaume-Uni, Allemagne, on sent un certain choix de zone géographique. Qu'est-ce donc Amazon Luna, s'il vous plaît ? Amazon Luna, c'est le service de cloud gaming d'Amazon. Mm-hmm. C'est un service qui est comparable à Google Stadia. Il y a aussi une manette de Amazon Luna, mais je ne crois pas qu'elle soit obligatoire. Alors, moi, je vois l'image de cette manette. Je ne sais pas vous, ça me fait énormément penser à Google Stadia. Oui, mais cette la fois-ci... forme de la manette, on dirait la même. Ouais, bah alors, d'après, dans les deux cas, c'est des dérivés de la manette Xbox, donc bon... à ceci près que oui, effectivement, c'est VG Charts qui confirme que la manette n'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de manettes third party qui sont compatibles, il n'y a pas de souci. C'est intéressant dans la mesure, effectivement, où je suppose que la mort de Stadia a encouragé la petite vaguelette d'Amazon. Le fameux appel d'air. Le fameux de prendre appel la d'air. Place. C'est encore une fois un service avec un abonnement. Mm-hmm. Et c'est un service dont j'ai mis un lien juste en dessous, vous pouvez le consulter sur la liste des jeux disponibles. C'est un service qui, contrairement à Stadia, a quelques promesses intéressantes sur les partenariats. Mm-hmm. On retrouve notamment
bah, moi, en jeu qui m'intéresserait, on retrouve un partenariat finalement assez fort avec la licence Assassin's Creed. C'est ça la grosse liste là? Ouais, Ouais. c'est la grosse liste. C'est les jeux sur Luna, sur le Alors, programme Luna. Je sais pas si ce lien va se retrouver dans les descriptions de podcast, parce qu'on sait jamais si on l'oublie ou pas, Au pif. mais il est vraiment gros. Hein. Bah, Beyond Good and Evil 2. Je vois Guacamelee, Oui, il y a Guacamelee, il y a le Castlevania Anniversary Edition. Pourquoi il y a un Beyond Good and Devil Evil 2 May comme ça Cry, random qui Eh ben, je Cinq. ne sais pas. il y a Après, tous les Far Cry. faut prendre du recul. J'imagine qu'il y a pas un partenariat avec Ubisoft et quelque chose de conjoint avec le programme Ubisoft Plus, lui aussi. Il y a Resident Il Evil. y a des Resident Evil, il y a Yakuza, il y a finalement tout un tas de jeux qui font que même si on n'est pas du tout à la taille d'un Game Pass, c'est pas un service d'abonnement qui est complètement dénué d'intérêt. Oh, je trouve que c'est très orienté Ubisoft, parce qu'il y a Ouais. Tom Clancy's, il y a Assassin's Creed, mais genre quasiment tous. À une époque où Square Enix avait Watch commencé à Dogs. mettre pas mal de ses jeux sur Stadia au début et sur le Game Pass au début, et que je vois que tous les jeux du Game Pass sont en train d'être virés et qu'il n'y a pas un seul Final Fantasy dans la liste, je me dis il y a un truc qui est en train de se jouer. Alors peut-être que j'extrapole, mais il y a, Non, est-ce que il y a tu- un truc. Hein. Vas-y, on reprend la vieille formule. Est-ce que tu poses ta pièce de 20 centimes? Moi, je pose ma pièce de 20 centimes sur Un partenariat entre Square partenariat. Enix et Amazon Luna? Non, Sony. Un rachat, moi, carrément. Un rachat de Square Enix Ouais, par Sony? je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui se trame là-dedans. Je sais pas, je me trompe Non, peut-être. non, mais... Mais en sachant qu'ils annoncent que l'essentiel de leurs jeux sortent soit sur PlayStation et éventuellement sur Switch, je sais pas, je me trompe peut-être, mais sachant qu'il n'y a pas d'annonce de portage sur d'autres ressources, à part sur PC de temps en temps, mais à un prix fort, Ouais. je sais pas, je trouve que ça, va falloir plusieurs éclaircissements de la part de Square Enix, mais il y a un truc qui se trame. Je sais pas. Alors, si on revient un peu vers Amazon Luna, du coup, c'est un service de Amazon qui Oui. possède également Twitch. Oui. Bah, il y a une concurrence... Il y a quelque chose qui va se passer là, disons peut-être. que c'est Est-ce que des les jeux choses qu'on seront voit arriver, directement streamables, à ton avis? Mais bien sûr qu'ils sont directement sur Twitch. streamables. Tu le fais déjà en stream si tu joues en cloud. Oui, mais je veux dire, tu te connectes sur ton service Luna, tu peux directement lancer sur ta chaîne sur Twitch, un truc comme ça. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que pour l'instant, je vois pas trop où ils veulent en venir avec ce service. Tu peux visiblement streamer sur 2 appareils en même temps en 1080p 60. 2 appareils en même temps? Ouais. Pourquoi faire? Bah, je ne sais pas. Pour vraiment flinguer ta connexion Pour vraiment flinguer ta connexion. et avoir une expérience de jeu la plus Non, à mais chier je possible. suppose que sur un seul service, tu peux jouer à 2 jeux en même temps. J'imagine. Ah oui. Tout ça est à prendre avec des pincettes dans la mesure où Amazon Luna est un service que nous n'avons pas testé, qui n'est pas disponible en France. Non. Bah écoutez, en tout cas, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça peut... J'ai cette position de type qui regarde le ciel, qui voit les astres s'aligner dans une position Qui bizarre. voit et la dit, lune. Ça sent le faisant cette histoire. Je sais pas, moi ce que je sais c'est que le xCloud m'a un peu vacciné du cloud. Je sais pas si c'était lié au xCloud ou à la technologie cloud de manière générale, mais autant j'ai de moins en moins de problèmes avec l'idée de jouer dans le cloud, autant je pense que la latence elle peut se gérer, sauf sur certains jeux bien spécifiques. Autant moi les déchirures d'écran et les artefacts de compression c'est pas possible. Ça, je peux pas. Je comprends. S'il y en a, c'est pas possible. C'est un truc, ça me tabasse de voir cette perte dans les dégradés de couleurs qui est extrêmement vénère. Rien que ça me tabasse. Hein. Parce que c'est un problème que je vois maintenant même sur du streaming de vidéos. Donc vous doutez bien que ça va me tabasser aussi sur du streaming de jeux vidéo encore plus. D'autant plus que c'est le streaming jeux vidéo qui m'a fait me rendre compte de ces problématiques-là aussi au cinéma. Enfin bref. Puis bon, on rappelle, qui dit cloud gaming dit que si vous voulez vraiment pouvoir profiter de votre jeu, il vous faut une bonne connexion. Et même, du coup, la fibre, des fois, elle n'arrive pas à suivre les jeux qui lag et qui prennent leur temps pour charger. Donc le problème, finalement, il reste toujours le même. Hein. C'est ça. Bref, merci beaucoup pour cette ultime actualité. Merci beaucoup pour ce podcast qui s'est tenu formidablement bien, malgré le silence de Mage. Oui. T'aurais pu quand même parler un peu plus. Victor, une déclaration? Prout. Ah. Ah, il est parti aux toilettes.
C'est pas très gentil. Oui, mais il est pas là, j'ai le droit. Et les absents ont toujours tort. Les absents ont toujours tort, effectivement. Non, bon rétablissement à lui plus sérieusement. On sait que c'est pas facile, une intoxication alimentaire. On vous embrasse très fort et on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde! Salut. Ciao.